Salut à tous, bienvenue pour un épisode 4 avec la Décathlon du côté de PCM 2025. On va terminer Paris-Nice ici, puis Milan-San Remo et ensuite on va aller se frotter un petit peu au pavé. Dans l'épisode précédent, on a eu droit à un joli duel entre Paul Sexas et Tadej Pogacar. Et puis maintenant vient le temps pour notre jeune prodige de se reposer un petit peu, faire tomber la courbe rouge que vous voyez, la courbe de fatigue, pour ensuite pouvoir attaquer un enchaînement Pays Basque, Ardennaise. Voilà ce qu'on vise, mais d'ici là, on fait du frais. Ici, je vous avais laissé sur 4 étapes déjà disputées sur le Paris-Nice. On avait regardé Tirreno dans l'épisode précédent. Sur l'étape 1, c'est Olaf Koy qui avait brillamment remporté une victoire. Sur l'étape 2, extrêmement perturbé par les bordures et par les zones de vent. C'est un classement général déjà qui est assez conditionné. On va confirmer notre placement en vue de la fin de Paris-Nice pour Recitello sur le contre-la-montre par équipe. Et puis c'est Vingegaard qui marque déjà son territoire et envoie un message à tout le monde pour dire qu'il est meilleur que Del Toro apparemment. Il est donc 25 secondes en tête par rapport aux Mexicains. Et nous, avec Mathieu Recitello, on va essayer d'intégrer le top 5 à la fin de ce Paris-Nice. Voilà, l'objectif sponsor, c'est celui-là. Alors, que vous dire si ce n'est que l'étape 5 peut-être paraît encore une fois promise à Vingegaard ou à Del Toro, mais ça va être bien difficile pour nous d'arriver à tirer notre épingle du jeu. En effet, Recitello n'est pas très puncher. Plus dur sur ce type de terrain, mais allez, on va essayer de l'entourer, on va essayer de limiter la casse. Vous avez vu, je me suis promis une petite tentative avec Olaf Koy, c'est d'aller glaner quelques points. Alors il n'y a pas grand chose, mais quelques points pour le maillot vert, on sait jamais. Peut-être qu'il y aura moyen d'aller chercher quelque chose sur ce Paris-Nice pour Olaf Koy. Mais ce qui est certain, c'est que avec autant d'arrivées au sommet, on est en concurrence quasi déloyale pour le maillot vert vis-à-vis des leaders du général, tout simplement, que sont Vingegaard ou Isaac Del Toro, entre autres. Donc, ça sera compliqué, mais on va essayer de se battre et peut-être ça peut se jouer à quelques points. Je suis donc allé chercher des points quand je le pouvais avec Olaf Koy. Et puis sinon, une étape, c'est un petit peu comme la 4e. Je vous avais dit ça l'épisode précédent. On était sur un profil qui pouvait laisser penser que des choses intéressantes pouvaient arriver, notamment une course de mouvement. Mais en fait, il s'avère que, à l'instar de ce qu'on voit ici, où la Visma Lease Bike a épuisé tous ses équipiers pour on va dire, gérer les premiers 3 quarts de course, Vingegaard se retrouve avec le seul Wout van Aert, mais d'autres équipes travaillent sur la fin et emmènent un bon rythme. Il n'y a pas que UAE, mais ils étaient assez présents. Et il y a aussi la Red Bull Bora-Hansgrohe qui est quand même assez active. Évidemment, on aperçoit Tarling ici pour la Ineos. Bon, bref, pas non plus folichon. Et Dieu seul sait qui peut l'emporter ici. Moi, je vais jouer de l'effort curseur avec Bissegger. Puis ensuite, c'est Tish Benoît qui sera chargé, on va dire, d'amener Recitello le moins loin possible du vainqueur. Voilà, c'est à peu près l'objectif. Allez, il reste pas grand-chose. Vous voyez un petit mouvement ici sur la gauche. C'est Isaac Del Toro qui essaye de passer. Il va tenter quelque chose. Nous essayons également avec Recitello de partir, mais Del Toro a beaucoup plus de réserves, Vingegaard aussi, Lipovitz aussi, Tish Benoît va faire 5e, c'est déjà assez honorable, puis Martinez fera 4e, voilà. Bon,
Non, c'est pas Martinez, pardon, oui, c'est ça, Lenny Martinez, le jeune Français de la Bahreïn. Bon, voilà. On a limité la casse avec Richie Tello, c'est à peu près tout ce que je pouvais faire ici. C'était c'était compliqué. Et Isaac Del Toro remet un peu de suspense par contre pour le général ici en s'imposant, hein, puisque avec un peu de bonification, un faible écart, Del Toro remet la pression sur Jonas Vingegaard qui ne peut pas réellement se relâcher sur ce Paris-Nice. Peut-être que le Mexicain va venir comme ça le, le challenger pour la victoire finale. Il n'y a que 13 secondes d'écart entre les deux hommes. Et voilà, on referme donc cette étape 5. S'ensuit une étape 6 qui, elle, avec une arrivée à l'étang de Berre, eh bien, est promise aux sprinters, clairement, sauf échappée concédée par le peloton, on verra. Mais à mon avis, avec plusieurs leaders intéressés par le sprint, notamment Tim Merlier, ça doit aller au sprint massif, hein, tout ça. Voilà. Donc, sans surprise, ça a été relativement le cas. Regardez ici, l'échappée perd quand même progressivement du terrain. Après, le rythme n'est pas dingue. On n'est pas sur l'étape la plus passionnante, hein, de ce Paris-Nice. Et on va se retrouver très très rapidement dans le final où nous avons essayé de prendre quelques roues. Et puis ensuite, je me suis ravisé, je me suis dit, oh bah tiens, et si tu tentais plutôt d'amener le sprint par un petit train, donc De Wolf est chargé de travailler pour qu'ensuite Bissegger mette Olaf Koy sur orbite. Allez, on va essayer, mais on est mal positionné ici. Puis après, il y a cette approche de la ligne d'arrivée avec un certain nombre de petits tournants et surtout de ronds-points. Donc ça me plaît pas très bien, mais pas beaucoup, ce rond-point final là, ici entre la flamme rouge et la ligne d'arrivée. Ouais, on est mal, on n'est pas bien positionné et on a un peu de retard. Orenskjold et surtout Tim Merlier ont pris les devants et Olaf Koy ne pourra faire mieux que 3e sur cette étape 6. Dommage, c'est dommage parce que c'était une vraie opportunité pour peut-être essayer de revêtir le maillot vert à l'issue de ce Paris-Nice. Là, on prend que des points de 3e, ce qui fait que on n'est pas à l'abri de Vingegaard et Del Toro pour le maillot du classement par points. Au général, statu quo. Et Richie Tello, qui est à mon avis notre principal espoir, hein, parce que Tish Benoît va être un peu moins performant dans la montagne finale que Richie Tello. Je pense qu'en tout cas que oui, cette montée vers Oron qui nous attend à l'étape 7, qui normalement doit être une sorte d'étape reine, en fait c'est plus pour Richie Tello que pour Tish. Donc on va essayer de jouer pour notre grimpeur américain. Et justement, un petit mot sur cette étape. Je déplore évidemment, comme tous les amateurs de cyclisme, que ce Paris-Nice termine en eau de boudin de cette façon. Ça fait 2 ans qu'on a de la neige qui vient gâcher la fête et qui vient, on va dire, raccourcir la 7e étape. Alors, ok, on va pas porter plainte contre la neige, hein. Évidemment, c'est comme ça, c'est parti, conditions météo, mais voilà, c'est pas de chance. Et puis du coup, ça donne un goût d'inachevé à ce Paris-Nice, parce que on a d'autres profils en tête utilisés, proposés par l'organisation, utilisés sur PCM également, au cours de certaines de ces dernières années. Hop, on gratte quelques points. Ici, classement du maillot vert pour Olaf Koy. On a d'autres exemples en tête, je sais pas moi, Couillol. Il y avait plusieurs situations comme ça qui permettaient par contre là d'avoir vraiment une explication finale au sommet. Et puis là, cette étape 7, c'est un petit peu une parodie d'étape parce que regardez, elle n'est pas sélective. La montée pas trop violente qui précède la montée finale, celle, on va dire de Saint-Étienne-de-Tinée à Oron, quoi, hein, globalement.
Elle est pas assez longue, elle est pas assez difficile, elle fait pas assez de différence. C'est assez pénible. Alors, on va se retrouver. Si on fait pas gaffe, on va avoir tout le monde qui va être comptabilisé dans le même temps, hein. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut essayer avec Tish Benoît de protéger au maximum Richitello. Ouf, bonne affaire pour nous. Lenny Martinez a lâché. Parce que ça, c'était un peu une inquiétude pour moi. Il faut absolument que Richitello arrive à faire un petit écart sur la ligne pour solidifier sa place potentielle dans le top 5. Attention, il y en a quelques-uns qui ont encore beaucoup d'énergie. On voit que Lipovitz a lâché Vingegaard et Del Toro. Il sera troisième, l'Allemand de Spa-Nice. Très probablement, il en prend en tout cas voilà, ici la troisième place sur la ligne et très certainement la troisième place au général pour le jeune Allemand. Et nous sommes contents, petit top 5 sur cette étape. Sur la ligne à Oron, on franchit en 5e position. Surtout, il y a pas mal d'écarts qui auront été comptabilisés. Donc, ouf. Söderqvist, ici, là, qu'on aperçoit et qui était très résistant, qui faisait un très très bon Paris-Nice, perdra du temps sur la ligne. Et si mes comptes sont bons, ça va nous permettre de peu, mais ça va nous permettre d'intégrer le top 5 du classement général. Voilà. Pourquoi ce top 5 m'intéresse? Je vous le rappelle, pour ceux qui auraient raté un épisode, c'est parce que le sponsor veut que nous soyons top 5 sur Paris-Nice. Ouf! À 10 secondes près, nous avons pris le meilleur sur Joshua Tarling. D'ailleurs, ce qui prouve aussi que la montée n'est pas sélective, parce que normalement, Tarling doit prendre plus de temps là-dessus, mais si c'est une étape aussi suffisamment sélective, et c'est pas le cas, et voilà, bon, c'est un petit peu décevant, je le dis, cette fin de Paris-Nice m'a pas beaucoup plu, en dépit de l'objectif en voie d'être atteint pour nous. Alors, étape 8, bon, celle-là elle est plus conventionnelle, une étape autour de Nice avec quelques difficultés fréquemment rencontrées, sur le col d'Aise. Juste après, on verra col de Porte. Voilà, donc il y a les petites choses qu'on a l'habitude de retrouver. C'est une étape très très habituelle. Et voilà, tout simplement se placer. Donc là, c'est pas palpitant encore une fois, parce que on sait qu'il faut qu'on fasse juste le boulot, qu'on soit positionné, qu'on protège Richitello, et qu'éventuellement Benoît lui vienne en aide si jamais il y a un danger pour le général, et genre échappé de Tarling ou quelqu'un comme ça, qui vient essayer de nous piquer notre place au classement général. Et voilà, pas de grosses émotions. Dans la côte de Peille, on a là encore un peloton assez massif. Il n'y a pas de différences fortes qui se font. Et bon, peut-être que cela peut interpeller sur les réglages. Hein, j'ai vu que 2 d'entre vous, et j'en suis très très reconnaissant, m'ont mis des commentaires par rapport à leur réglage, on va dire, supplémentaire, hein, par rapport au niveau de jeu, aux difficultés du jeu, etc. L'impact notamment, ici là je fais référence directe à l'impact des caractéristiques du terrain en mode course par étape. Peut-être y a-t-il quelque chose à accentuer. C'est marrant parce que sur Tirreno, ça m'avait pas sauté aux yeux. Je trouvais que c'était relativement correct. Et c'est pour ça que j'ai tendance à me dire sur ce Paris-Nice qu'il n'y a pas grand-chose à changer au niveau des réglages. Il y a juste des profils d'étapes qui n'étaient pas optimaux en fait, pour ce qui est de pouvoir voir une course vraiment digne de ce nom, hein. On est plus là, voilà, regardez Lipovitz qui fait sa petite tentative. On va nous essayer d'accélérer avec Benoît, Del Toro qui sort, donc Vingegaard qui réagit. Bon voilà, c'est tout ça est un petit peu voilà, tout ça un petit peu léger, je trouve, parce que il y a aucune différence. On est encore beaucoup trop nombreux. Ça va sprinter très nombreux, hein, si en tout cas on en prend le chemin, hein, si les choses se confirment. Et puis nous, on va surtout essayer de reprendre les fuyards. Après tout, on a peut-être un sprint à faire, même si on n'est pas les meilleurs.
mais ça va se terminer au sprint. Allez, peut-être Bissegger pour une place, ce serait sympa. Parce que Benoît et Riccitello, c'est pas tellement leur truc. Allez, Wout van Aert qui va, regardez, sortir ici à la flamme rouge. Très très fort le Wout. Bissegger qui essaye de se positionner, mais qui résiste. Attention à Tarling pour une bonif. Non, ça va, ça suffira. C'est Wout qui va gagner l'étape devant Van Hills et Peyo Bilbao. Et nous, dans le même temps, je vous rassure de suite, il n'y a pas de cassure, bien évidemment. On est sur du plat, on est sur une si faible cassure qu'il n'y a pas de temps qui est décompté. Et donc, magnifique pour Wout van Aert qui vient comme ça parachever l'œuvre de la Visma Lease Bike sur ce Paris-Nice, puisque Vingegaard va prendre le général et Wout van Aert prend même une étape. Donc c'est tout bénef pour eux. Puis la satisfaction du travail accompli pour ce qui nous concerne, puisque, regardez, hop, général, Mathieu Riccitello est donc bel et bien 5e de ce Paris-Nice. C'est parfait. On aura donc fait les choses. Je suis content d'avoir réussi à me diversifier entre Tirreno et Paris-Nice, parce que à partir du moment où je voulais mettre Sexas sur les Strade Bianche, il fallait qu'il aille sur Tirreno en termes de logique, et donc je ne pouvais pas l'aligner sur Paris-Nice, donc il fallait que quelqu'un d'autre fasse le boulot. Quelques jours plus tard, Milan-San Remo. Milan-San Remo, c'est toujours intéressant à jouer, et faut juste voir quel type de Milan-San Remo va nous être servi ici par le jeu. Soit un mode vintage, c'est-à-dire avec des sprinters pour la gagne, soit un mode plus moderne avec, on le sait, IRL depuis 2017, Kwiatkowski, puis 2018, Nibali, etc. La Philippe, d'autres y sont passés ensuite. Plutôt des mecs qui gagnent sur le punch. Hein. Alors au début c'était depuis le Poggio, et puis depuis pas longtemps on commence même à avoir le feu total dans la Cipressa. Donc voilà, quel profil de course pour ce Milan-San Remo. Nous on est venu vraiment en spectateur, on n'a aucune ambition, on n'est pas du tout au niveau aussi. Peut-être que Lund Andresen peut prendre une roue, et si ça se joue au sprint, peut-être que ce dernier peut tirer son épingle du jeu, mais j'ai peu d'espoir ici. J'ai quand même relativement peur des punchers, notamment un départ de Mathieu Van Der Poel paraîtrait assez envisageable ici, puisqu'il n'y a pas Pogacar. Et alors, on va voir ce qui se passe. On était dans les capis ici. On observe Milan, Philipsen, Dely, Pedersen, Magnier, Girmay, MVDP, Grooves, Brennan. Ah, Brennan, tiens, ça pourrait être sympa. Je vais faire ma petite sélection de favoris pour voir, et puis après on prendra des roues et on regardera un peu de quelle manière est-ce que les choses peuvent se passer. Je mise aussi sur Philipsen, à mon avis. Philipsen, c'est pas mal. Pedersen, c'est un client, mais il y a Jonathan Milan dans la même équipe, donc pour lequel des deux est-ce que l'ordi va jouer? Je sais pas trop. En tout cas, la Cipressa se monte vraiment tranquille. Hein. On n'est pas du tout dans quelque chose de moderne, on est plutôt dans le scénario 1 que je vous décrivais au départ, à savoir le scénario vintage. La Cipressa est montée sans grande violence, et on se demande un petit peu ce qui peut se passer dans le Poggio. Ça va être la même chose ou quoi? Et on va voir ça dans quelques secondes. Mais donc le choix est évident. Hein. Le choix, c'est de prendre des roues. Voilà, il va falloir qu'on choisisse avec Olaf Koy, avec Benoît Nassen, mais plutôt Bissegger, Lund Andresen. Voilà, on a trois possibilités de sprint, 2 même, dirons-nous, et il faut choisir les bonnes roues. Alors, j'ai déjà mentionné les favoris, donc voilà, je me suis calé dans certaines roues. Vous allez voir que ça va être avec différents types de succès, c'est-à-dire que tu prends la roue d'un gars, il peut aussi chuter, hein, il peut se passer des choses. Donc voilà, 60 coureurs environ en bas du Poggio, le reste est hors course pour ce qui est de la victoire finale. Et on voit que Bissegger est très très bien positionné, voilà, il surveille Mathieu Van Der Poel. Koy se retrouve dans une roue également, et Lund Andresen, j'ai choisi Pedersen, voilà, pour Lund Andresen. Donc on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors, accélération ici de Mathieu Van Der Poel en
fin de Poggio. Biseguer est tranquille, il suit très facilement. Vous voyez, pas de grosses attaques, en tout cas pas d'attaque impossible à suivre sur ce Poggio, et donc tout va se jouer ensuite dans un peu de récupération dans la descente, et puis après très rapidement on se retrouvera sur la Via Roma pour le sprint. Donc on croise les doigts, hein. On croise les doigts. Regardez ce qui va se produire ici. Non, c'est au virage suivant qu'on va avoir une chute ici de Mats Pedersen qui va nous mettre hors jeu Lund Andresen. Ouh là là, il faut que je me reconfigure là très rapidement sans faire pause pour essayer d'exister tout de même. Aïe aïe aïe, attaque très très violente. On va lancer nous aussi et puis on va essayer de suivre des roues et déborder peut-être avec Stefan Biseguer, mais non. Regardez, il y a un homme qui est sorti par la gauche et qui va s'imposer sans aucune difficulté. J'ai nommé Jonathan Milan. Donc voilà, Milan-San Remo. Et pour Jonathan Milan, sprinter italien de la Lidl Trek. Et quand on revoit cette séquence au ralenti, hop là, chute de Pedersen. Qu'est-ce qui se passe pour Lund Andresen? On va dire que si on veut analyser les choses de manière un peu réaliste, il a été freiné par la chute, hop, il perd le contact avec le groupe, terminé pour lui. Et c'est bien dommage en fait, parce que Lund Andresen est quand même quelqu'un qui sait être performant sur ce sprint. Bon, Olaf Koy a fait ce qu'il a pu, Biseguer également, et on va revenir l'an prochain avec d'autres intentions. Non, c'est un peu dommage, je trouve, d'avoir un décalage tel sur Milan-San Remo dans le jeu. Je suis sûr qu'il doit y avoir quelques petites options à activer si on veut corriger cela. Mais pour moi, le problème principal se situe au niveau de la classification de la course en tant que telle, comme étape de plaine, enfin course de plaine. Dès lors, il n'y a pas grand-chose à faire. Et d'une plaine à l'autre, et sans grosse transition, on se retrouve carrément sur Bruges-la-Panne. Donc là, pour le coup, les choses sont annoncées clairement. Oui, ça va se jouer au sprint, sauf exploit de quelqu'un qui sortirait dans les derniers kilomètres. Olaf Koy est le grand favori du jour, mais il n'est pas seul. On voit qu'il y a quelques leaders présents en face, mais aucun qui sprinte comme Olaf Koy. Donc voilà, il va falloir travailler, être sérieux, gérer les zones de vent. Vous voyez que très très rapidement le peloton explose. On va se retrouver très peu nombreux, dirais-je, beaucoup trop vite, hein, puisque ça a vraiment écrémé incroyablement ce vent. Et la course en est quelque peu tronquée, décidément. C'est un petit peu le thème de l'épisode. Après un Paris-Nice qui nous laisse vraiment sur notre faim, une classique comme celle-ci, avec quand même assez peu de sprinters de très haut niveau présents, et au final, malheureusement, je dirais, on se retrouve à devoir gérer une course qui n'est pas palpitante. En tout cas, on va essayer d'être sérieux et de préparer la fin de course de manière, on va dire, froide. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Ici, j'ai le choix entre Koy et Lund Andresen. Et je vous ai dit probablement un peu plus tôt que pour Olaf Koy, en ce qui me concerne, l'objectif majeur de début de saison, c'est Gand-Wevelgem. Et je me suis dit que peut-être que l'opportunité de s'imposer pour Lund Andresen ne se présenterait pas hyper rapidement, surtout sur une course quand même World Tour. Alors ok, c'est une World Tour classe C, mais tout de même elle est appréciable. Et c'est un peu comme ça que je me suis dit, ok, si c'est Lund Andresen qui s'impose, ça va aussi. Et donc j'ai été aidé involontairement, regardez à l'instant, par le jeu, en ce sens qu'Olaf Koy
de manière totalement mystérieuse et totalement inexplicable, lâche. Il lâche le groupe. Alors, on sait ce qui s'est passé. Hein. Il y a dû avoir un ou deux coureurs qui se font lâcher ou qui prennent un peu d'espace. Lui prend une mini cassure derrière, comme ça roule relativement fort. Bon, bah, ok, pas grave. Allez. Donc, du repos pour Olaf Koy avant Gant-Wevelgem. Et donc, on va tout jouer sur Tobias Lund Andresen. Et bah voilà, après, avec les rouleurs qu'on a, avec Oliver Nassen, avec Benoît juste avant, avec Bissegger, qui peut comme ça parfaitement lancer le sprint de Lund Andresen, il n'y a pas de problème. Et on va, comme ceci, amener notre sprinter à pouvoir pousser son accélération dans le dernier kilomètre, parce qu'on est sur PCM. Et voilà. Victoire pour notre Danois. Notre jeune Danois s'impose ici. Donc voilà, vous l'avez bien compris, on n'est pas dans un moment palpitant. Mais bon, il y avait une victoire qui était prenable. Ben, on va juste la prendre. Et puis on va être content de cela. On reportera nos ambitions pour dans quelques minutes, après le Grand Prix de l'E3. Olaf Koy sur Gant-Wevelgem. Voilà. Et justement, le Grand Prix de l'E3, donc l'E3 Saxo classique, très intéressante à jouer toujours, cette course, très incertaine, malgré un profil qui laisserait supposer qu'au-delà de l'enchaînement Paterberg, Vieux-Quarmont, puis une difficulté et demie, on va dire, tout cela pourrait échouer à un sprinter. Oui, mais voilà, sur ce terrain, il est difficile de conserver, pour moi, beaucoup d'énergie avec par exemple, Olaf Koy ou Lund Andresen. Et c'est pour ça que je fais le choix délibéré, dès le départ, de plutôt protéger Benoît et évidemment Stefan Bissegger. Hein. Et pourquoi ces deux-là ? Tout simplement parce que l'opposition principale, c'est Van der Poel, Van Aert, Stuyven, l'UAE Florian Vermeersch. Attention, Lorenz Rex, sait-on jamais, du côté de la Quick Step. Et bon, je ne sais pas trop, parce que c'est très indécis, qui est-ce qu'il va vraiment falloir suivre, sur qui est-ce qu'il va devoir caler la course. Par contre, ce qui n'est pas du tout mystérieux, c'est qui mène le peloton. C'est simple, hein. Les équipes des coureurs que j'ai nommés juste avant, la Visma. UAE vient aussi aider. On a la De Koninck, Alpecin, qui vient aider aussi à l'avant. Et de temps en temps, on voit un petit quick step. Ça veut dire qu'on est parfaitement clair sur qui peut s'imposer aujourd'hui, en tout cas qui est favori. Wout van Aert, à plus de 50 km de l'arrivée, tente comme ça de partir. Alors c'est un peu périlleux parce que on est trop nombreux en termes de groupe de chasse, et il a beau avoir trouvé le soutien d'un certain nombre de gens, au moment d'attaquer le Paterberg, on voit qu'on n'est pas loin du tout, et que surtout le groupe, le peloton, hein, est beaucoup trop nombreux pour qu'on puisse réellement avoir de doute sur le fait que cette échappée n'ira nulle part. Voilà. Donc on continue les choses tranquillement. Voilà, le groupe se réduit. Vieux-Quarmont, évidemment, ici. Donc c'est plutôt intéressant, ce Vieux-Quarmont. Il va y avoir des différences, hein, nécessairement, qui vont se faire. Il va y avoir des gens qui vont se faire lâcher, mais je dis ça, et finalement, on n'observe pas non plus d'attaque très spectaculaire ici. D'accord, les tout meilleurs sont devant, mais le trou est vraiment facile à boucher, notamment pour nous, mais pas seulement, ce qui fait que voilà, une grosse trentaine de coureurs se retrouvent ensemble, et puis bientôt ça va même recoller derrière, et c'est une soixantaine de coureurs en sortie du Vieux-Quarmont qui se retrouvent ensemble. Donc Mathieu Van Der Poel, à ce moment-là, choisit de s'isoler. Va-t-il réussir à s'imposer après une attaque lointaine ? Permettez-moi encore une fois d'en douter au vu du nombre de coureurs dans le peloton qui sont en chasse. La preuve, il est repris quelques kilomètres plus tard, et on s'achemine vers un scénario
dans lequel la course va être forcément très nerveuse sur le final, avec des tentatives. Et puis après, nous, il va falloir qu'on soit malin et qu'on chope la bonne roue, entre guillemets. Je vois à peu près que ça, parce qu'on n'est pas du tout en domination, on n'est pas à même d'emmener Coy, qui a, vous voyez, perdu pas mal de barres, et c'est la même chose pour Lund Andresen. Le profil du jour était trop sélectif pour que ces deux-là puissent réellement disposer de moyens physiques suffisants à la toute fin de la course. Et donc c'est pour un très costaud, c'est pour Benoît ou Bissegger qu'on va jouer notre chance ici. Alors ça ne veut pas dire que j'essaie pas de suivre avec mes sprinters, sait-on jamais. Mais voilà, il n'y a pas d'espoir non plus complètement dingue. Benoît est sorti là dans la roue de Mathieu Van Der Poel. Lorenz Rex semble bien en canne en ce jour. Et puis voilà, notre Danois qui lâche parce que le pauvre a tout donné. Regroupement, Van Aert a provoqué ce regroupement et même contre. Bissegger ne le lâche pas d'une semelle. Attention à Matthias Vacek qui semble lui aussi relativement bien en jambes. Et c'est ainsi qu'on va encore avoir quelques petites attaques. Ça part dans un sens, ça part dans l'autre. L'important c'est de rester bien concerné et surtout de ne pas lâcher les bonnes roues. Van Aert, Van Der Poel. Voilà, c'est Van Aert qui remet la sienne. Ici, attaque très puissante. Mais après, comment voulez-vous qu'après une telle attaque, il enchaîne et qu'il puisse lâcher tout le monde? C'est impossible. Donc au final, ça va arriver comme ça, soit à 4, soit à 8. Mais on va arriver en petits groupes. Et ça va être le sprint sur un petit groupe. Scénario auquel je m'attendais plus ou moins. Tiens, ils seront que 7 apparemment à se disputer la victoire. Van Aert en cinématique de difficulté. Il va falloir qu'on lance au bon moment avec Bissegger. Bon, Benoît n'est pas un sprinter, mais on va essayer de lancer au bon moment. Allez, Bissegger pour peut-être une victoire. Aïe, on est battu par Lorenz Rex. Bravo à lui. Le Belge s'impose sur le Grand Prix de l'E3. On fait deuxième avec Stefan Bissegger, ce qui n'est pas déshonorant. Et Matthias Vacek vient prendre la 4e place. On notera la petite 5e place de Tish Benoît, qui est plutôt sympathique. Et bravo à lui. Voilà. Un Grand Prix de l'E3 qui a eu exactement le profil auquel je m'attendais, à savoir nerveux sur la fin, sprint de petits groupes, et les sprinters purs qui sont au final éjectés de la discussion pour ce qui est de sprinter à la toute fin. Et on passe évidemment 2 jours plus tard sur Gand-Wevelgem. Gand-Wevelgem, gros objectif. Je m'attendais à une course difficile et vous allez voir que j'ai été servi à ce niveau-là. Regardez-moi ces zones de vent. Les zones de vent ici sont ultra nombreuses et on craint le pire alors que les favoris du jour se nomment Van Der Poel, Van Aert, bien évidemment, mais également Jasper Philipsen, attention, si ça arrive, on va dire, en condition de sprint pour Philipsen, ce sera pour lui. Donc il faut réfléchir à plein de choses. Alors je vais essayer de vous en faire le listing, alors qu'on voit déjà que la toute première zone de vent donne déjà lieu à le scénario attendu, à savoir le peloton qui s'étire de manière folle et très très rapidement déjà une 50aine de coureurs simplement. Alors il faut dire qu'il y a quelques équipes qui s'amusent avec cette zone de vent et roulent très très fort. C'est, ma foi, plutôt agréable, mais ça rend ce type de course, à l'instar de l'étape 2 de Paris-Nice, que je vous avais proposé il y a 2 épisodes, ça les rend vraiment durs et surtout tronqués, si j'ose dire. Alors, on va pas se plaindre, parce que lorsque sur PCM, il y a de grosses différences qui se font, et où on voit vraiment un écrémage, et je veux dire, quelque part, ça tranche beaucoup avec Milan-San Remo, qui
ne devrait peut-être pas être tranché à ce point-là, mais qui devrait être tout de même plus sélectif, mais non pas évidemment par les zones de vent, on l'a compris, mais plutôt par peut-être l'endurance, quelque chose comme ça. Et on voit que c'est pas le cas, hein. Donc là, il y a vraiment un souci de modélisation, mais ce n'est pas nouveau. Et quand je dis ça, je critique pas de manière aveugle, hein, parce que au final, les mecs, déjà, ils font des efforts incroyables pour faire les choses bien. Et moi, je sais que ça travaille beaucoup chez PCM, donc j'ai pas envie de cracher dans la soupe, mais simplement, c'est dommage que Milan-San Remo, hein, je m'en remets pas vraiment, ne soit pas aussi intéressant qu'il pourrait l'être. Voilà, alors ici, on le voit, il y a eu regroupement, puis à nouveau, des gens ont été lâchés sur la deuxième zone de vent, ce qui fait que on se retrouve ici à une soixantaine de coureurs. Et là, je me décide à faire quelque chose, c'est que je vois qu'il y a 80 coureurs environ qui pourraient recoller, mais là, je décide par contre de rouler. Alors, on roule sur un tempo calme, mais tout de même déterminé. Nassen, Benoît commence déjà à travailler, si loin de l'arrivée, me direz-vous, parce que je veux que bah oui, ce groupe de 80, là, ils reviennent jamais. En tout cas, j'ai envie de m'en donner les moyens. Et bah, ça va fonctionner, vous allez voir. Ça va fonctionner. On a encore quelques difficultés, quelques passages au Monteberg et au Kemmelberg à venir. Et puis il y a également de la zone de vent. Donc voilà, le peloton, entre-temps, sous l'impulsion notamment du travail qu'on a fait, mais pas seulement, s'est mise à se réduire à 40 unités. Et ici, regardez, accélération du AE. UAE, il bosse de manière très très claire pour leur leader, qui n'est autre que Florian Vermeersch, hein, bien sûr. Et regardez, ces relais-là vont être catastrophiques en termes d'impact pour tout un nombre de coureurs de ce groupe-là. Et regardez, je suis en difficulté avec l'ami Olaf Koy. Bon, Lund Andresen, on l'a bien compris, ce n'était pas pour lui aujourd'hui, on l'a servi quelques jours plus tôt. Et Koy se retrouve là victime d'une cassure. Alors il faut absolument revenir. Et on va être obligé de non pas y aller en curseur, mais d'y aller de manière un peu plus violente, hein. Allez, petite attaque. De toute façon, un sprinter, ça a tendance à retrouver de la barre rouge très rapidement. Donc il n'y a pas non plus de drame si loin de l'arrivée à devoir consommer de la barre rouge. Allez, il faut encore revenir ici. Et on sera, voilà, 22 coureurs dans un groupe qui contient déjà le vainqueur, hein, on peut déjà l'affirmer à ce stade-là. Alors ça, c'est une chose que je peux un peu regretter, mais là pour le coup je ne râle pas, au contraire, je trouve ça plutôt réaliste, je trouve ça très bien en fait, mais c'est à signaler que quelqu'un comme Olaf Koy a tendance à se prendre des cassures. Donc au final, si on veut être sûr de l'emmener avec nous, eh ben, dans un certain nombre de ces situations-là, il vaut quasiment mieux le mettre dans la roue de quelqu'un qui ne se fera pas décrocher. Qui ne se fait pas décrocher sur ce Ganwevel Game? Nassen, Bissegger, Benoît. Voilà. Ça, c'est les trois qui travailleront et ont travaillé déjà jusque-là. Incroyable, hein, d'ailleurs, la performance d'équipe. Tout ça pour essayer d'emmener Olaf Koy au sprint, hein. Donc c'est quand même un gros sacrifice quelque part. Allez, attention parce que ici il y a une petite temporisation et oui, inévitablement attaque massive. Il y a quelques coureurs là qui sont sortis. On a aperçu Florian Vermeersch, on a aperçu Van der Poel, on a aperçu Wout van Aert. Donc là il faut vraiment réagir, même si regardez, Lorenz Rex se donne le mal de le faire également, puisque la Quick Step n'était pas représentée. Et là, il y en a deux qui contre-attaquent, c'est Van der Poel notamment. Et j'ai pas bien vu qui était l'autre, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le plus dangereux des deux, c'est Van der Poel. Alors là, par contre, scénario différent. Je ne vois pas pourquoi on serait les seuls à rouler.
Ok, donc je veux bien collaborer, on verra. Hein, si l'écart, on va essayer de maîtriser cet écart. À la limite, un très très long run de Mathieu Van Der Poel en solitaire, moi, n'est pas pour me déplaire à partir du moment où on conserve un retard qu'il est possible de boucher par le travail notamment de Bissegger et de Benoît, hein, puisque on a bien compris que pour Nassen, les forces avaient été quasiment toutes jetées dans la bataille. Allez, hop, dernier passage au Kemmelberg. Eh bien, Tish Benoît inamovible, hein, en tête de ce groupe-là, depuis qu'il a fallu réagir. On donnera une mention à c'est Rex, hein, toujours, qui se donne du mal, là, le vainqueur du GPE3 quelques jours plus tôt. Il y a quand même une belle collaboration de la part de la Quick Step, et vous allez constater, on a déjà commencé à le voir, que l'écart de ce groupe vis-à-vis de Mathieu Van Der Poel commence à décroître. Maintenant, c'est Morgado qui s'y met, toujours pour le compte de Florian Vermeersch, mais il y a certains équipiers maintenant à qui il ne reste plus grand-chose. Hein. Donc c'est vrai que là, on retire tous les bénéfices de notre ciblage, hein, d'objectifs, qui fait qu'on a des formes du jour exceptionnelles. Mais c'est normal, on est sous pic de forme. Et on a vraiment coché ici ces semaines-là. Je crois que le pic il s'est déclenché un jour avant le Bruges-La Panne, là, hein, quelque chose comme ça. Et voilà, Tish Benoît a tout donné. On a repris Mathieu. Et là, il faut continuer. Voilà, Wout van Aert qui attaque. Il y avait Stuyven qui avait tenté quelque chose. Et Bissegger en mode indestructible, qui va essayer d'aller le plus loin possible. En fait, je vais vous le dire, à 10 km de l'arrivée, avec cette barre-là et à 85 en relais, en effort relais, je sais très bien que Koy peut être emmené par Bissegger, mais j'ai quand même un petit doute à ce moment-là, et je rabats Koy dans la roue de Philipsen. Parce que je me dis, Philipsen est toujours là. Bon, alors dans ce cas-là, il faut s'en méfier comme de la peste. Et oui, mais regardez, à peine je l'ai calé dans la roue Koy de Philipsen, tout de suite Philipsen se fait lâcher, ce qui prouve très probablement que Philipsen était au bord de la rupture. Donc, parfait. Encore un nouvel effort pour Boucher. Mon Dieu, on aurait pu se l'épargner, hein. Celui-là, c'est une évidence. Voilà, vite dans la route Bissegger, et on va jouer de manière plus frontale. Bissegger, toujours lui, va maintenant être chargé d'emmener Olaf Koy et le peu de barres qui lui reste, mais c'est la rouge qui compte ici, vers le sprint. Allez, il reste moins de 2 km. On va pas faire un sprint trop long parce qu'on n'a pas assez de barres pour pouvoir l'assumer. Donc il faut absolument déclencher maintenant, c'est-à-dire relativement proche de la ligne, sprint court sur l'arrivée de ce Gant-Wevelgem et Olaf Koy qui lève les bras. Victoire très très satisfaisante parce qu'on a bossé toute la journée pour Olaf Koy, notre sprinter, notre meilleur sprinter, et on est récompensé à l'arrivée par ce dernier qui ne s'est pas démonté malgré les 2 cassures, malgré quelques problèmes ici et là. Il n'y aura pas eu de crevaison par contre, ni de chute, hein, sur ce Gant-Wevelgem. En tout cas, il n'y en a aucune qui a vraiment impacté la course. Toutefois, victoire très significative, probablement plus belle victoire de la saison. Hein. Qu'est-ce qui pourrait détrôner Gant-Wevelgem sur la saison de Koy ? Peut-être s'il gagnait une sublime étape sur le Tour de France. Et encore, préférez quoi ? Vous préférez Gant-Wevelgem ou une étape du Tour ? Perso, je préfère Gant-Wevelgem. Toutefois, on est bon. On a fait tout ce que j'avais prévu dans cet épisode. À noter qu'en Catalogne, pendant tout ce temps-là, Félix Gall, en train de tourner les jambes, simplement, a fait 6e d'un plateau peu relevé, et Remco Evenepoel a survolé tout ça. Pas étonnant, il était au-dessus du lot. Juste une déception pour Juan Ayuso, et jolie performance pour Nordhagen de la Visma. Voilà, que vous dire d'autre, si ce n'est qu'on a encore de jolies échéances. Moi, évidemment, j'ai en tête le Tour des Flandres la semaine suivante. Ça va être capital de bien se comporter au Tour des Flandres. Après, il y aura le Tour du Pays Basque. Après, on se retrouvera tout de suite à Roubaix. Voilà le menu
du prochain épisode. Vous voyez, tout se passe quand même globalement bien, et j'ai hâte de vous proposer la suite avec donc la fin de la séquence de notre équipe de pavés et bientôt l'entrée en scène de nos punchers. Voilà, je vous dis à plus, bye bye, prochain épisode, salut.